Et donc, bonsoir Adrien Bonsoir, qui bonsoir nous à rejoint. Tu nous rejoins pour parler d'une autre proposition de loi qui a subi un peu le même sort que celle dont on parlait avec François juste avant, qui n'était pas non plus du coup au programme de cette journée, mais que tu as largement participé à élaborer avec Caroline Fiat qui en était la rapporteure sur le pôle public du médicament. Donc sujet pardon extrêmement brûlant dans l'actualité post-Covid immédiat. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots pourquoi on a choisi de défendre cette proposition de loi maintenant, sa pertinence quoi dans le moment politique? Bien sûr, je pense que tout le monde aura compris d'abord qu'on a revu l'ordre du jour de notre niche parlementaire suite à la crise du Covid. Clairement, les propositions de loi que nous avons déposées ne correspondaient pas à ce qu'on avait comme projet initialement. Alors, cette affaire de pôle public du médicament, il faut que tout le monde sache, ou plus exactement se souvienne, que c'est pas neuf dans la besace de la France insoumise, puisque c'est une proposition qu'on portait déjà dès l'élection présidentielle. Il nous est apparu, comme sur plusieurs sujets qu'on porte depuis longtemps, que la crise du Covid-19, en quelque sorte, était un révélateur de ce que nous disions depuis un certain temps. Clairement, pour nous, je le résume à grands traits, mais nous ne faisons pas face simplement à un virus, mais bien aux effets d'un virus sur un modèle politique économique qui nous a mis en situation de fragilité, en particulier, c'est vrai, sur le secteur de la santé. Tout le monde l'a vu avec la situation de l'hôpital public, où les soignants et le personnel hospitalier, ils n'ont clairement pas attendu le Covid pour expliquer que la situation était dramatique, tout le monde s'en est bien aperçu. Et sur la question du médicament, on avait déjà des points d'alerte très sévères, même si c'est vrai, la crise du Covid nous a montré qu'à l'hôpital, il y avait eu des tensions absolues, notamment au service de réanimation, sur l'approvisionnement en certains médicaments qui sont essentiels. Par exemple, tout le monde quasiment a entendu parler du Curare, qui est un médicament dont on a particulièrement besoin, qui est même indispensable en service de réanimation, et qui a manqué bien souvent. Et qui a manqué pour des raisons qui sont des raisons économiques et politiques. Par exemple, il faut savoir que ces molécules indispensables, elles ne sont pas produites en quantité suffisante, peut-être parfois parce qu'elles ne sont pas les molécules qui permettent au laboratoire de faire le plus de profit ou le plus de marge. Donc ce que nous disons, c'est que la crise du Covid-19 révèle que nous ne pouvons dépendre de personne et que nous devons au contraire retrouver une forme d'indépendance sanitaire. Alors il ne s'agit pas de nationaliser l'ensemble du secteur pharmaceutique et du médicament, mais il s'agit de dire que pour ce qui est de la recherche fondamentale et de la production de médicaments indispensables, nous ne devons dépendre de rien ni de personne. Ça veut dire à la fois ne pas dépendre de puissances étrangères, parce qu'il y a de cela 30 ans, 80% des médicaments étaient produits sur le sol européen, ce qui est énorme. Aujourd'hui, c'est seulement 20%. Dans le laps de temps entre les deux, nous avons remis notre situation sanitaire, notre dépendance pharmaceutique et médicamenteuse entre les mains d'autres puissances, et par exemple, et en particulier de la Chine. Et tout le monde a bien vu le problème que ça posait. C'est à peu près la même chose que pour les masques. Les masques ont manqué parce qu'on a fait le choix de s'en remettre intégralement à la Chine, mais bien tombé, le virus commençant par la Chine, eh bien la Chine a été dans l'incapacité de produire en quantité suffisante. Et bien pour les médicaments, c'est pareil. Nous ne pouvons ni dépendre de puissances étrangères, mais je veux le dire aussi, nous ne pouvons pas non plus dépendre des stratégies commerciales des laboratoires pharmaceutiques. Quand on voit par exemple Sanofi et l'affaire du vaccin, Sanofi qui touche 1 milliard de crédits d'impôt recherche, qui bénéficie très largement pour 80% de ses revenus des remboursements de la sécurité sociale et qui décide de choisir de privilégier par exemple les États-Unis dans le cas d'un vaccin. Ben non, c'est pas possible. Nous avons besoin de retrouver une forme d'indépendance et c'est pour ça que le pôle public du médicament nous paraît absolument indispensable et qui plus est d'actualité. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens ce qu'est le pôle public du médicament potentiellement, sur quel mécanisme ça repose et ce que ça veut dire concrètement? Bien sûr, il s'agirait donc, tout le monde le comprend, d'une entité publique, donc clairement dépendante de l'État, dont l'État serait absolument garant, qui aurait deux missions en quelque sorte, pour simplifier. La première mission, c'est la recherche. D'ailleurs, la recherche, elle est déjà largement d'État en réalité. Et il y a beaucoup de laboratoires pharmaceutiques qui profitent de l'argent public et de l'investissement de l'État dans la recherche fondamentale. Donc, il s'agirait d'avoir un bloc dans le pôle public du médicament qui soit dédié à la question de la recherche, avec bien évidemment les organismes et les institutions d'ores et déjà existantes. Je pense par exemple au CNRS, et une deuxième partie qui serait sous contrôle de l'État et sous la responsabilité de l'État, chargée de produire les médicaments qu'on juge indispensables. Donc tout le monde comprend que c'est pas l'ensemble des médicaments, c'est les médicaments dont on peut absolument pas se passer.
Et par exemple, en l'occurrence, pour le mettre en lumière avec la crise du Covid, bien, par exemple, les médicaments dont on a besoin dans les services de réanimation. Voilà comment on pense l'architecture de ce pôle public. Et là-dedans, ça rejoint des débats qu'on avait tout à l'heure avec Jean-Luc Mélenchon sur un autre sujet, mais là-dedans, quelle conception de l'État, quelle place pour la planification, la stratégie, etc. C'est quand même central. Sur la question sanitaire, c'est le levier d'action, en fait. Bien sûr, mais tout le monde a compris aussi que notre système de santé français, il est tout à fait particulier et il a été admiré pendant des années comme étant sans doute le plus efficace. Et depuis 30 ans, il subit les conséquences des politiques de libéralisation, de privatisation, de la logique de l'hôpital-entreprise. Mais pour le médicament, c'est pareil. On voit bien que la libéralisation fait en sorte que nous avons de moins en moins de leviers et l'État finalement se désarme en quelque sorte. C'est même pas qu'il est impuissant, c'est qu'il se désarme lui-même. Or, des crises comme celle que nous vivons, on en aura sans doute d'autres à affronter. Alors, d'une autre nature, peut-être d'une autre ampleur, plus ou moins grande. Si on songe par exemple, tu parlais à l'instant de planification, si on songe par exemple à la question du changement climatique, je veux dire, le coronavirus était peut-être pas prévisible, je sais pas, je suis pas médecin, a priori il l'était pas, il était en tout cas pas prévu, mais nous avons devant nous des crises qui sont, d'un point de vue scientifique, prévisibles. Par exemple, les conséquences du changement climatique. Donc, il faut pouvoir s'y préparer. Et quand je disais que la crise du Covid avait été révélatrice d'un modèle qui dysfonctionne, ben la question de la place de l'État est liée. Oui, la crise du coronavirus et ses conséquences, c'est l'échec de ceux qui ont préféré le laisser-faire et le libre marché, la loi de l'offre et la demande, à l'État et à la planification que tu nommes. C'est l'échec de ceux qui ont préféré dire, bah oui, finalement, on peut faire le grand déménagement du monde, on peut tout délocaliser, et puisque les Chinois produisent des masques et des médicaments, laissons-les faire pour nous, plutôt que de relocaliser la production des biens essentiels, comme nous l'appelons de nos voeux. Donc on voit bien qu'à travers cette crise, il y a bien un modèle qui est mis en cause. Raison pour laquelle moi je suis absolument en désaccord, et je pense que c'est entendable par tout le monde avec Emmanuel Macron quand il donne l'impression de dire oui, mais finalement personne n'était préparé, donc on n'y pouvait rien. Évidemment, on ne peut peut-être pas prévoir le coronavirus, mais on pouvait prévoir que les politiques menées depuis un certain nombre d'années allaient nous mettre en grande situation de fragilité face à cela. Et je le dis aussi au passage, l'Union européenne et la Commission européenne ont une responsabilité fondamentale dans tout ça. Parce qu'à l'heure où Macron et Merkel se prétendent grands sauveurs de ce passé, il faut quand même se rappeler que si on se situe juste sur la question de l'hôpital public, ça fait des années que la Commission européenne exige des États membres qu'ils fassent des économies et elle cible les économies qu'ils doivent faire sur la question de la santé. Donc évidemment, faire des économies dans la santé, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire par exemple 69 000 lits d'hôpital en moins depuis 15 ans en France, voilà, très concrètement. Donc pour nous, le rôle de l'État, il est central et il le sera d'autant plus que nous avons des défis importants à relever qui vont nécessiter que l'État prenne entièrement sa place. Et les mêmes dont tu parles, finalement, sont aussi ceux qui, face à une proposition comme celle-là, disent que ça va nuire à la concurrence, que finalement, ça pourrait nuire, in fine, à la production de médicaments. Est-ce que ce type d'argument a été mobilisé, notamment pendant l'examen en commission ? Il a été mobilisé, mais c'est très inefficace, puisqu'en réalité, chacun voit bien que les effets du modèle de la libre concurrence, du libre marché, sont précisément ceux qui nous ont mis en difficulté. Et je crois que l'affaire des masques là-dessus, elle apparaît au grand jour comme le cas central dont on a beaucoup parlé dans cette période. Donc non, en réalité, je crois que du strict point de vue idéologique, la crise du Covid-19 nous donne le point. Et quand Macron parle de planification, tout le monde comprend qu'il n'en a pas l'intention, mais néanmoins, le fait qu'il en parle, en quelque sorte, salue cette victoire idéologique. Alors après, il y a la réalité des actes. Et moi, j'écoutais François juste avant, on voit bien comment ça se passe. Macron nous a dit dorénavant, rien ne sera plus comme avant, on va se réinventer et tout ça. Mais à l'Assemblée nationale, la violence du rapport de force, elle ne fait que se renforcer. De dire, si on en est dans une situation inédite pour nous, d'avoir retiré les propositions de loi d'une niche parlementaire, même si tu disais à très juste titre qu'ils ont changé de stratégie, puisqu'avant c'était le vote contre en bloc, et maintenant, c'est une nouvelle stratégie qui est plus habile, qui vise à vider de sa substance un projet de loi pour ensuite l'adopter et dire, bah voyez, on n'est pas si mauvais, on a quand même accepté la proposition de loi de la France Insoumise. Oui, mais il n'y a plus rien dedans parce que vous êtes chargé de la vider. Donc oui, en commission, c'était aussi la mauvaise foi de rigueur. Et puis, de plus en plus, tu sais, avec un air un peu gêné, quoi. C'est-à-dire, quand ils sentent que l'histoire donne raison à des propositions et que c'est pas fameux de les refuser, bon, bah, ils prennent toutes sortes de précautions, il y a une virgule dans le texte qui convient pas, ou alors on est allé trop loin. On connaît, mais je pense que ça marche plus du point de vue de l'opinion publique. Le grand problème, et j'espère que l'émission de ce soir y contribue, c'est de rendre tout ça intelligible et visible par le plus grand nombre possible, raison pour laquelle, s'il y a du monde derrière cette caméra, il faut être contagieux et faire circuler l'information.
Sur le contenu de la proposition de loi, pour entrer un peu dans le détail, il y a notamment un mécanisme qui s'appelle la licence d'office et qui a été l'objet d'échanges pendant la commission. Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est et en quoi c'est une question cruciale vraiment sur la question du médicament? C'est une capacité, la licence d'office de l'État, lorsqu'il estime que des enjeux fondamentaux sont en cause, eh bien, de faire sien, par exemple, un brevet ou alors une découverte scientifique. Voilà. Par exemple, quand Sanofi fait du chantage sur le vaccin, et Jean-Luc Mélenchon avait l'occasion d'expliquer, il est de la responsabilité et du pouvoir d'un président de la République de considérer que, eh bien, la découverte en question est d'intérêt général et que par conséquent, eh bien, moyennant une signature, on peut dire licence d'office et donc l'État prend le contrôle. C'est encore une fois la notion d'intérêt général qui est en cause en quelque sorte. Quand on voit la manière dont se comportent certains laboratoires pharmaceutiques, on voit clairement que derrière un objectif qui est la santé, la production de médicaments, on voit clairement que c'est pas la notion d'intérêt général qui prime pour eux. Donc la question de la licence d'office, finalement, elle fait lien avec ta question précédente, c'est la question du rôle de l'État et de sa capacité de régulation. L'État est d'autant plus impuissant qu'il s'est désarmé et la licence d'office est une des armes dans son arsenal qui permet en quelque sorte de reprendre sous son giron eh bien, des découvertes scientifiques. Est-ce que tu peux expliquer ce que les macronistes ont fait de la proposition de pôle public du médicament en commission? De quelle façon ils l'ont transformée et éventuellement aussi donner les positions des autres groupes dans le débat parce que il y a aussi des gens qui parfois vont dans notre sens et ou d'autres qui ont des propositions libérales mais différentes. Alors cette fois-ci, c'était un peu singulier pour le coup par rapport aux autres années. Parce que la toile de fond était la crise du Covid-19, on les sent plus gênés aux entournures, mais la tactique reste la même. Ils ont d'abord commencé, la plupart, par partager une forme d'accord sur le diagnostic, c'est-à-dire s'accorder sur l'idée que oui, il y a bien un problème, la preuve, il y a un problème avec la question de la fourniture de médicaments, nous l'avons connu pendant la crise du Covid dans les services de réanimation, mais finalement, oui, ils nous disent peut-être que le rôle de l'État et le pôle public, c'est pas la bonne solution, que pourquoi pas développer encore plus le libre marché. C'est exactement le même mécanisme appliqué à toutes les propositions. On entendait François sur les femmes de ménage avant, quand il expliquait que, en gros, les macronistes nous disaient si finalement vous baissez le coût du travail, eh bien, ça va encourager les patrons à réintégrer dans leur propre giron et plus faire appel à la sous-traitance. Donc, qui peut y croire un seul instant? Eh bien, c'était la même chose en quelque sorte. C'est de dire mais non, faites confiance au marché. Parce que le marché lui-même serait compétent face à une crise comme celle que nous avons connue. Alors après, sans rentrer dans les détails trop techniques, mais pour que tout le monde comprenne d'entrée de jeu ce qui s'est produit, c'est que la proposition de loi en question pour la constitution du pôle public du médicament, elle se composait de 3 articles. Et à la fin de la commission, il ne reste plus qu'un alinéa à l'article 1er, qui est en plus pas un alinéa fondamental du tout, qui était sur des dispositions très particulières, des dispositifs médicaux. Donc clairement, c'est un vidage en règle de sa substance de la proposition de loi, avec l'espoir évident que personne ne regarde ce niveau de détail, et je peux le comprendre de leur point de vue. Ils se disent, bon ben voilà, la proposition de loi de la France Insoumise a été modifiée, puis on va l'adopter dans l'hémicycle, en quelque sorte, il n'en reste plus rien. Donc c'est vraiment fondamental d'expliquer aux gens que ce qu'ils font désormais, c'est qu'ils n'assument plus de voter contre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête. C'est-à-dire qu'ils n'assument plus le vote contre, qui apparaît comme le balayage d'un revers de la main. Ils se sentent gênés parce qu'ils comprennent que les propositions qu'on pose les gênent aux entournures du point de vue de l'opinion publique. Ça, ils l'ont compris. Je crois que à l'issue de la journée de niche d'aujourd'hui, les gens vont voir ce qui ont été rejetés et vont comprendre le comportement des macronistes dans l'affaire. Donc leur nouvelle tactique, c'est vrai, maintenant, c'est quand une proposition de loi leur paraît sans doute plutôt justifiée, c'est de la vider de sa substance. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et à la fin, on se retrouve avec quelque chose qui est franchement ridicule et qui est pas défendable. Tu citais Caroline Fiat et je la salue ce soir, mais Caroline, elle a aussi mis énormément de cœur dans la manière de rapporter cette proposition de loi qui avait du sens, ça a une architecture, les articles se tiennent, il y a une logique. Et puis tu te retrouves après 2 heures de commission et des semaines de travail avec un texte qui est complètement défiguré. Donc moi, je pense que c'était la bonne stratégie de les retirer pour faire contre-pied à ça et les empêcher d'aller au bout de leur stratégie. Maintenant, ce qu'il va falloir qu'on puisse vérifier dans les prochains jours, c'est est-ce que, en quelque sorte, le retrait de ces propositions de loi et la manière dont les macronistes se sont comportés, est-ce que tout ça est audible par le grand public? Et ça, c'est
je crois que pour plein de sujets, c'est notre défi le plus considérable en réalité. Oui, et puis il y a et la technicité et le fait que l'Assemblée est quand même un lieu assez clos, d'où l'objectif de ce qu'on essaye de faire ce soir, c'est expliquer ce qui s'y passe, les rapports de force, et puis sous couvert de technicité, le fait qu'ils balayent quand même des propositions qui sont des propositions de bon sens, quoi. Là, j'ai sous les yeux un sondage qu'on avait demandé sur la question du pôle public du médicament, où plus de 90% des gens sont favorables à la création de ce pôle public. C'est une question qui est vraiment extrêmement légitime, a fortiori après cette crise sanitaire, quoi. Cette attitude-là, elle est des macronistes, elle n'est pas comprise par les gens. Non, mais c'est évident, et donc on voit bien où se situe notre défi. En fait, le défi aujourd'hui, pour moi, il est moins dans la qualité et le contenu de ce qu'on propose. Je veux dire, on peut toujours s'améliorer et on peut toujours, comment dire, mettre à jour nos propositions, notre programme, notre projet, l'adapter. On l'a fait d'ailleurs, parce que la niche parlementaire a complètement changé de visage à la lumière de la crise du Covid-19. Mais on voit bien que le défi le plus considérable, et là j'en appelle à ceux qui nous écoutent parce qu'ils ont leur part à jouer là-dedans, c'est la question de la contagion et du fait de rendre tout ça visible. Alors évidemment, tout ce qu'on peut faire pour décloisonner les débats, les faire sortir de l'Assemblée nationale, bah, c'est nécessaire. Alors même si on n'a pas des audiences considérables parfois sur nos propres médias, bon, encore que en termes de formation politique, on est plutôt pas mal situé là-dessus, et je pense particulièrement aux médias de Jean-Luc, mais c'est évident que tout repose sur la contagion. Il faut que celles et ceux qui ont compris que les macronistes se comportent de cette manière, que désormais la tactique c'est de vider une proposition de loi de sa substance pour la balayer, ceux qui l'ont compris doivent se charger de l'expliquer autour d'eux. Voilà, on ne peut faire que ce pari-là, parce que pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on ne tient pas les grands médias, donc qui eux sans doute n'en parleront pas. Ouais. Sur la suite, sur cette question largement, j'élargis un peu notre discussion, mais sur la question de la santé plus largement, il y a déjà des dates de mobilisation qui sont fixées dans le paysage et qui donnent quand même le sentiment d'un ras-le-bol général côté soignant sur la question de la santé, de l'hôpital plus particulièrement. Mais comment tu vois la suite en termes de mobilisation sur ces sujets? Comment ne pas faire en sorte que cette crise ait été vaine, quoi, en termes de projection politique sur la suite? Bien sûr. D'abord, tout le monde a vu que pendant près d'un an, avant le Covid-19, il y avait eu de grosses grèves à l'hôpital. Je veux dire, il y a eu d'énormes manifestations. On a vu des images, je pense, qui, si elles étaient rediffusées aujourd'hui, soulèveraient sans doute beaucoup plus de monde. Parce que quand on voit des soignants se prendre des charges de gaz lacrymogène en plein conflit, très franchement, imagine juste un instant qu'on ait ces images lors d'une prochaine manifestation, voir des soignants, après la crise du Covid-19 ou même pendant, se faire asperger de gaz lacrymogène. Je pense que ça soulèverait le cœur de beaucoup de Français. Donc moi, pendant tout ce temps-là, Emmanuel Macron était aux abonnés absents. On a eu des plans santé qui étaient franchement d'un ridicule absolu. La dernière fois que Agnès Buzyn, quand elle était ministre, a mis sur la table un plan santé, ça consistait à faire 1 milliard d'économies en moins sur les 5 milliards qui avaient été demandés. Juste à titre d'exemple, c'était 1 milliard d'euros sur 3 ans sur l'ensemble du système hospitalier français. Juste pour qu'on se situe, 1 milliard d'euros, c'est le budget annuel du seul CHU de Lille où je me trouve dans ma circonscription. Donc c'est vraiment ridicule en réalité. Donc pendant un an, ils n'ont pas été entendus. Désormais, avec la crise du Covid, on a vu que l'attention pour notre système de santé et pour les personnes qui y travaillent était totale. On n'avait pas vu les Français applaudir tous les soirs à 20h nos soignants. Moi, j'ai bon espoir qu'un maximum de celles et ceux qui ont eu à cœur d'applaudir les soignants pendant tous ces soirs à 20h fassent l'effort, en tout cas je leur demande, je leur lance un appel ce soir, fassent l'effort de descendre dans la rue pour les soutenir le 16 juin, qui est la prochaine date de mobilisation, parce qu'ils ont besoin maintenant que leurs revendications soient traduites dans les actes. Et leurs revendications, elles sont claires, c'est en finir avec les suppressions de lits, en finir avec la logique d'hôpital-entreprise, embaucher, parce que avant même de demander des choses pour eux-mêmes, ils demandent à ce que leurs équipes soient renforcées, à ce que simplement, enfin tout le monde le sait, c'est de faire bien son travail, quoi, et de pas avoir l'impression, en plus quand on a à gérer des situations difficiles où la santé est en jeu, où la vie est en jeu, de devoir bâcler son travail. Combien nous disent leur frustration de ne pas être en capacité de faire ce qu'on leur a appris à faire à l'école. Moi, je me souviens de ce témoignage bouleversant d'une aide-soignante qui me disait, vous savez, M. Caténin, on m'apprend en formation qu'une toilette correctement faite, c'est 40 minutes à consacrer à la personne à qui on l'a fait. Et là, en l'occurrence, avec la cadence qu'on exige de moi, on me demande d'en faire 11 en une matinée.
comment je fais pour respecter les choses qu'on m'a apprises. Et derrière, je sais que je maltraite des gens et que je n'ai pas le choix en quelque sorte parce qu'on m'impose cette cadence. Non, il faut en finir avec ça et réaffirmer un certain nombre de choses. La santé n'a pas de prix et donc il faut pouvoir investir là-dedans. Donc oui, le 16 juin, c'est une date qu'il faut absolument marquer dans l'agenda et que tout le monde soit présent avec eux parce qu'on tient sans doute peut-être une opportunité rare de faire en sorte que leurs revendications soient traduites parce que la pression sur le gouvernement vis-à-vis de la santé est maximale. Ouais. C'est important ce que tu disais sur en fait des moyens, mais des moyens pourquoi? Pour avoir la possibilité de soigner dignement, quoi, de s'occuper dignement des gens. Et là, j'ai quand même une pensée très forte pour Caroline, donc Caroline Fiat, qui ne pouvait pas être là ce soir, mais qui a fait de très belles interventions à l'Assemblée nationale, qui ont fait entrer cette réalité-là de plein fouet et la maltraitance que ça représente et pour les soignants et pour les personnes. De ne pas avoir le temps, de manquer de moyens, de manquer de tout, quoi, pour correctement s'occuper des gens. C'est cette question-là qui est derrière les débats de chiffres, parce que nous, dans notre institution, et tu le sais pour le vivre des dizaines d'heures par année, le débat sur cette question, c'est le PLFSS, le budget de la sécurité sociale, où on parle de grands chiffres, mais c'est ça en fait que nous on essaye de montrer, de faire percevoir aux gens à chaque fois dans les débats, c'est cette réalité humaine, quoi. Comment tu envisages le prochain PLFSS avec ce que tu disais, le fait qu'ils sont quand même un peu gênés aux entournures là pour toujours continuer à racler l'austérité et dans cette dynamique mortifère, quoi, pour l'hôpital public. D'abord, il y a plusieurs étapes. D'abord, il faut absolument que d'ici à l'été, les mobilisations aient réussi sur la santé. Donc, je pense en particulier à cette date de la mi-juin qu'on a évoquée. On est aussi dans un contexte où le gouvernement a lancé son fameux Ségur de la santé, c'est-à-dire en grand moment de nouvelles concertations, d'énièmes concertations pour nous pondre en quelque sorte un nouveau plan pour l'hôpital. On sait que Édouard Philippe a prévu de rendre sa copie au mois de juillet. Et normalement, la fenêtre pour traduire cela dans la loi, effectivement, ce sera le fameux PLFSS, donc le budget de la sécurité sociale, qui arrive à l'Assemblée à la rentrée prochaine, avant l'automne. Il faut absolument que ce prochain PLFSS soit celui de la bataille pour faire en sorte que les revendications soient traduites en actes. Ce sera la fenêtre de tir, disons, pour s'assurer d'une transformation législative des revendications qui sont non seulement portées par le personnel soignant et non soignant de l'hôpital, mais aussi, tu l'as dit, très largement soutenues dans la population. Je crois que si on fait un sondage de la même manière qu'on l'a fait sur le pôle public, pour savoir si les Français sont d'accord pour qu'on augmente considérablement les infirmières de ce pays, dont chacun doit savoir qu'elles sont situées quasiment tout en bas du classement de l'OCDE, je crois que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est évident et que ça l'est d'autant plus aujourd'hui. On n'avait pas besoin de la crise du coronavirus pour le savoir, on était déjà alertés. Et je pense qu'au moins, désormais, plus personne ne peut prétendre ne pas être informé. Donc oui, il va y avoir de rudes batailles, d'abord avant l'été avec les mobilisations, et ensuite, il y aura la conjugaison, je l'espère, entre les mobilisations et la discussion législative. Et oui, bien évidemment, pour ce qui est de la France insoumise, nous aurons à faire de ce PLFSS une bataille centrale pour la question de l'hôpital et pour la santé. Si on tient une occasion de faire un véritable plan santé tel que nous l'entendrions, c'est bien celle-ci. Sachant que sur la question du PLFSS, on en fait un enjeu parce qu'il y a eu plusieurs budgets rectificatifs pendant toute cette période de confinement pour donner des moyens d'urgence très vite, des budgets pour aider les entreprises qui se noyaient, pour faire plein de choses très vite. Et on a longtemps attendu le projet de loi de sécurité sociale rectificatif qui aurait donné plus de moyens à l'hôpital. Il n'est pas venu. Est-ce que tu sais si au niveau parlementaire, il est prévu des étapes intermédiaires pour que Macron transforme l'essai, quoi, et que ces beaux discours soient suivis bientôt, très vite, de moyens pour la santé? Pour le moment, l'agenda, c'est la concertation avec les professionnels jusqu'au mois de juillet, c'est ce qui est annoncé. On imagine du coup sans doute peut-être des annonces ou un rapport qui sera présenté par le Premier ministre avant la pause parlementaire de l'été. Et normalement ensuite, la traduction législative, ce ne sera que le PLFSS. Nous n'avons pas entendu parler d'un plan santé qui viendrait se greffer avant le PLFSS. C'est la discussion budgétaire qui, en tout cas du point de vue du gouvernement à cette heure, devra être l'occasion de traduire ce que le Ségur de la santé aura dit. Mais j'alerte sur le fait que les premières pistes du gouvernement, elles sont connues. Il y a eu ça il y a quelques semaines, une interview du ministre Véran dans le JDD qui montre bien leurs intentions. C'est-à-dire que derrière la reconnaissance qu'ils entendent apporter au personnel hospitalier, au personnel soignant et non soignant,
il y a la volonté de remettre en cause aussi leur organisation de travail et leur mission. On l'a entendu, par exemple, mettre en cause les 35 heures à l'hôpital. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne renoncent jamais à rien en Macronie. On leur dit il faut des moyens en plus, il faut des embauches, il faut de la rémunération en plus. Ils disent OK, on va le faire. Et juste derrière, ils nous disent oui, mais il faut quand même penser à la montée en compétence du personnel. Alors quoi? Ça veut dire que pendant toute cette crise, alors que ça a été le système D partout, parfois la débrouille, je veux dire avec un sentiment d'abandon même au sein des services hospitaliers. Enfin, on a quand même vu nos soignants équipés de sacs poubelles en France, quoi. Faut se réveiller un petit peu. Donc clairement, oui, on voit que leurs intentions, c'est de reprendre finalement le fil de l'histoire comme si rien ne s'était passé. Et donc, si on donne quelques primes, etc., si on améliore la rémunération, et ben d'autre part, ils vont en profiter pour remettre en cause le temps de travail, pour exiger que les missions soient modifiées, pour exiger une montée en compétences. Non, là, en l'état actuel des choses, le diagnostic, il est clair et le traitement, on le connaît. Ça fait plus d'un an que les revendications sont sur la table. Elles sont bien détaillées par le collectif interhospitalier et les syndicats. Il est vraiment temps de mettre la pression sur le gouvernement pour le traduire. Et j'insiste sur l'idée que, même si c'est dommage de parler comme ça, vu le drame et les tragédies auxquelles nous faisons face, mais c'est sans doute la période qui est la plus opportune pour le faire. Sur le déroulement de la journée que tu as suivi de Niche par rapport au traitement que vous aviez subi en commission, est-ce que t'es étonné? Est-ce que chacun est dans son rôle? Est-ce que tu penses que ce type de journée parlementaire peut quand même peut-être faire bouger un peu les lignes? Je pense, d'autant plus que, bon, d'abord, il y a le traitement de la journée en tant que tel. Bon, on a vu des interventions où ça a attiré l'oreille quand même, parce qu'on sentait que certains avaient envie de contribuer à la discussion plus que dans les autres fois. Ça a le mérite d'être très clair. On observe bien l'effet et le poids du contexte sur la discussion. C'est moins vrai pour les macronistes. C'est vrai pour d'autres groupes. Il y a plus d'appétit à la discussion parlementaire qu'avant, sur des sujets aussi fondamentaux que ceux qu'on a évoqués aujourd'hui. Mais en Macronie, ça reste toujours pareil. C'est vraiment la même logique qui prévaut. Et on a aussi vu je veux dire, bon, au-delà des consignes sanitaires, on a vu aussi le peu de fréquentation de l'hémicycle dans la journée, parfois, y compris sur les bancs de la majorité, qui a droit à un nombre de députés plus conséquent que nous dans ses rangs. Donc, moi, je pense qu'on se donne à chaque fois dans nos niches parlementaires le moyen de l'écho maximal avec les moyens qui sont les nôtres. C'est vrai que tous les groupes parlementaires ne déploient pas un dispositif comme celui qu'on déploie nous quand on fait une niche parlementaire. Ça n'arrive qu'une fois par an, donc c'est un jour important. Bien sûr. Encore, on l'a fait. Et moi, j'insiste pour que tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, eh bien, vous êtes dans les prochains jours à étaler tout ça, à montrer le travail. Et même ce qui est perdu, je veux dire, même les propositions de loi que nous avons retirées, en réalité, non, c'est pas perdu, c'est pas du travail pour rien. On aura l'occasion de les redéposer. On recréera les conditions de la discussion. Et puis, il y aura aussi tout ce qui se fait à l'extérieur. J'insiste encore une fois sur l'articulation qu'il doit y avoir entre ce qui se passe dans l'institution, comme tu le disais, et ce qui se passe à l'extérieur. Les deux se conjuguent et se complètent. Et à la rigueur, ceux qui sont à l'extérieur de l'Assemblée nationale ont aussi une influence essentielle sur ce qui se passe à l'intérieur. Ça a le mérite d'être clair. Ouais. Merci beaucoup, Adrien. On est censé retrouver Loïc qui va nous parler de la proposition de loi qui vise à mieux indemniser les personnes qui ont été victimes du coronavirus, notamment en faisant entrer les pandémies à un statut égal aux catastrophes naturelles pour que les assureurs puissent rembourser les gens. J'ai l'impression que Loïc a un souci de connexion, que vous me confirmez, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, un souci de connexion. Adrien, as-tu des choses à rajouter sur l'analyse de cette journée de niche? Bon, je pense qu'on a quasiment tout dit. Je suis désolé pour Loïc et son problème de connexion. Non, je veux insister sur l'idée que même si on a le sentiment, et la France Insoumise a quand même produit énormément de choses pendant ce confinement, je veux dire, et d'ailleurs, il faut aussi saluer le travail de tous les collaborateurs, collaboratrices, et le tien d'ailleurs aussi, Clémence, parce que dans cette période, on a quand même été la force politique qui a produit énormément, il faut le dire. Il faut rappeler que je crois que sur le temps du confinement, ça a été plus d'une dizaine de propositions de loi, ça a été la remise en circulation de l'avenir en commun dans une version mise à jour, ça a été aussi un plan complet de déconfinement. Bon, tout ça, c'est un travail considérable et on peut parfois avoir la frustration de se dire ça passe pas le mur du son. Donc vraiment, c'est pour moi l'essentiel. C'est que tout ce travail-là, chacun doit pouvoir se l'approprier et le diffuser au maximum.
je crois que à l'heure où Emmanuel Macron, lui, cherche en quelque sorte l'amnistie politique, c'est-à-dire en gros faire croire que bah oui, on n'était pas prêt et puis de toute façon personne n'était prêt, donc je suis pas responsable. Il faut quand même avoir en tête que ceux qui cherchent l'amnistie politique ont des responsabilités. Ceux qui ont choisi de faire que ça a été cure d'austérité sur cure d'austérité à l'hôpital public, ce sont des personnes qui ont pris des décisions politiques en responsabilité. Donc ils ont une part de responsabilité. Ceux qui ont choisi de le laisser faire, en quelque sorte, ont leur part de responsabilité. Et en même temps, il y a ceux qui nous appellent, dans un moment comme celui-là, à tout réinventer comme si on partait de zéro. Je crois qu'à la France Insoumise, dans la période, ce que l'on voit, c'est se décider aussi la stabilité de ce qu'on propose. On ne prétend pas avoir raison sur tout, et d'ailleurs, il vaut mieux douter pour avancer. Mais on préfère que soit retenue l'idée que notre programme et nos mots d'ordre sont fiables, stables, et des objets solides sur lesquels le pays peut s'appuyer, que de considérer qu'à la moindre crise, il faudrait tout réinventer. L'avenir en commun, c'est un programme qui apparaît toujours comme adapté à beaucoup de situations, et qui plus est, prémonitoire aussi à certains égards. Je pense à la question du changement climatique, il y a encore beaucoup de choses. Comme le pôle public du médicament était adapté à la situation du milieu hospitalier et de la difficulté à s'approvisionner en médicaments, bah, la question par exemple de la planification écologique, elle est aussi centrale dans la période. Donc voilà, cette stabilité-là, c'est notre force, c'est un point d'appui, et je pense qu'on peut construire encore beaucoup là-dessus, et que sans doute des moments comme ceux que nous vivons, si difficiles soient-ils, eh bien, rendent plus audibles la plupart des propositions que nous faisons. Voilà. Et j'espère que Loïc a dans la période pu régler son problème technique. Je suis désolé. Pas encore, mais tant que je te tiens, est-ce que, et parce que j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, est-ce que tu peux peut-être annoncer les rendez-vous pour la France Insoumise et pour la suite? Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est le confinement, on se manque, et quand est-ce qu'on va se retrouver? Alors, on a une échéance prochaine qui ne sera malheureusement pas une échéance où on pourra se retrouver physiquement, parce que c'était encore trop prématuré au moment où on le préparait. La France Insoumise a rendez-vous pour son assemblée représentative très prochainement, au début du mois de juillet. Le processus d'ailleurs est déjà lancé, il y a des annonces qui sont faites, il y a une boîte à idées qui a été lancée. Bon, comme d'habitude, c'est un processus qui est assez long et collaboratif, auquel j'invite d'ailleurs les insoumis à participer. C'est le moment de surveiller en détail vos boîtes mail, parce que vous allez recevoir beaucoup d'informations ces prochains jours pour contribuer à cette assemblée représentative qui est un temps fort du mouvement. Donc ça sera pour le début du mois de juillet. Ensuite, et même si le moment des annonces n'est pas encore venu, je peux dire que nous travaillons bien sûr sur un rendez-vous que tout le monde attend, qui est notre rendez-vous estival, celui des amphis d'été. Et pour tout vous dire, on travaille sur 2 scénarios. Nous avons bon espoir, compte tenu de la situation sanitaire, tout le monde se réjouit du fait qu'a priori les indicateurs sont plutôt bons, il faut bien le dire. Nous avons bon espoir de pouvoir nous retrouver physiquement entre camarades et insoumis à l'été. Et nous travaillons, le cas échéant, à un scénario qui serait un scénario d'amphi numérique avec une forme novatrice. On saura faire dans tous les cas un événement qui fera parler de lui à la rentrée, mais comme tout le monde, j'espère qu'on pourra se retrouver physiquement parce qu'on en a assez vrai besoin. Alors il y aura sans doute des protocoles sanitaires à respecter, mais tout cela effectivement est en projet, et j'espère qu'on pourra faire des annonces très très vite. Ce rendez-vous-là, en tout cas, on n'y échappera pas. Il y aura des amphis d'été, quoi qu'il advienne, à la France Insoumise. Merci beaucoup, Adrien. Je me demande si nous avons toujours des problèmes de connexion avec Loïc ou si ça va marcher à un moment donné. Est-ce que Pierre éventuellement veut nous faire un bilan intermédiaire du déroulement de cette émission aujourd'hui en direct? On en est bientôt à 12 heures de direct, donc on est un petit peu fatigué, mais on tient quand même la marée. On me demande d'attendre que Loïc se connecte. Loïc qui a été quand même assez vaillant puisqu'il est passé en dernier dans cette journée. Est-ce que toi, Adrien, d'ailleurs, est-ce que tu as eu des surprises sur le dénouement de chacune de ces PPL? Alexis Corbière a bien bataillé sur la question des frais bancaires, et il y avait quand même 6 groupes sur 10 qui étaient d'accord avec notre proposition. Est-ce que tu y allais? Ah, Loïc nous rejoint. Salut Loïc. Tu nous entends bien, Loïc? Cool. Donc Loïc Prudhomme, député de Gironde, qui portait la dernière proposition de loi qui a été examinée dans l'hémicycle. J'ai interrogé Adrien en t'attendant sur le sort qui a été réservé aux différentes PPL. Peut-être qu'on va libérer Adrien
Salut les amis. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu aux questions.